Bonjour monsieur le sénateur, rebonjour et bonjour Denis Demontpion. Bonjour à tous les deux. J'aimerais déjà qu'on revienne sur les déclarations du président de la région Hauts-de-France qui n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il accuse le président de la République d'avoir commis une faute gravissime avec les lenteurs pour les vaccinations. Comment est-ce qu'on en arrive là avec Jean Castex, monsieur le sénateur LREM, Jean Castex qui devait être le grand organisateur de la vaccination. Vous allez voir ce que vous allez voir. La maison va être tenue et là on a l'impression que c'est le grand foutoir pour rester poli. Non, mais tout ce qui est excessif est insignifiant. Bon, il y a M. Bertrand, il y a Jean Rotner, il y a également Laurent Wauquiez qui font des déclarations fracassantes. On sent que les régionales approchent et se préparent. Ça, c'est le jeu politicien habituel. Moi, je préfère quand les élus locaux, et c'est parfois le cas, y compris dans cette crise sanitaire, font des propositions pour aider à vaincre cette crise. Par exemple, dans la phase 2, quand il faudra installer des centres, on aura besoin des propositions des maires pour choisir les endroits où on pourra vacciner plus massivement les Français. Ce n'est pas tout de suite parce qu'on est d'abord dans la phase soignant et la phase des personnes les plus âgées en établissement. Parce que ça, c'est la stratégie qui avait été décidée dès le début. Je dis juste une chose, c'est qu'elle a été présentée par la Haute Autorité de Santé le 30 novembre, par une conférence de presse le 3 décembre, débattue au Parlement le 16 et 17 décembre, sans on n'a pas entendu grand monde. On n'a pas entendu, on a entendu personne. C'est-à-dire que, et au contraire, on entendait plutôt l'inverse. On entendait plutôt les oppositions nous dire ouh là là, mais soyons prudents, ce vaccin il est nouveau, c'est pas sûr, les Français sont réticents. Donc tout le monde optait pour la progressivité, pour aller de façon prudente. Or aujourd'hui, les mêmes qui nous reprochaient de finalement accélérer, d'aller vite sur ces vaccins, nous disent on en est où? Et le pire étant, aux extrêmes, des personnalités qui déclaraient ne pas vouloir se faire vacciner et qui maintenant demandent d'aller plus vite. Avoir des craintes. Ouais, c'était Madame Le Pen, Louis Alliot, Jordan Bardella, c'était quand même, on n'a pas confiance dans ce vaccin. Et maintenant, ils demandent plus rapidement quelque chose qu'ils ne voulaient pas. Voilà, allez comprendre. Denis, c'est vrai qu'on n'entendait pas grand monde avant Noël. Oui, enfin, il y a eu une stratégie quand même vaccinale définie par le gouvernement, présentée par le président de la République lui-même. Et il est clair qu'il y a des ratés dans cette campagne. Pourquoi ? Parce que on avait évoqué dès début décembre la logistique qui serait très lourde compte tenu de ce vaccin américain et allemand qui nécessitait une congélation, etc., etc. C'était avant l'arrivée du vaccin britannique sur le marché. Et donc, un homme averti en vaut deux. Donc, il savait parfaitement quels étaient les besoins. Ce qui est très frappant, indépendamment de l'esprit français rétif à toute vaccination, etc., et à cet inconnu, ce qui est quand même incroyable, c'est que sur le plan logistique, il n'y a pas eu cette mise en place et cette mise à disposition des vaccins. On l'a dit, voilà, on va vacciner en priorité les personnes âgées, les personnels hospitaliers. Enfin, et alors, il y a eu cette question du consentement des futurs vaccinés, préalable évidemment à la vaccination, mais on a le même problème en Allemagne, puisque le consentement est également demandé là-bas. Mais alors qu'en France, on a eu 300 vaccinations, il y en avait 80 000 en Allemagne. Donc il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Et on voit bien Olivier Véran hier qui s'agite, il dit on va avoir 4 fois plus de vaccinations. Il ne dit pas d'ailleurs dans quel délai, mais on part de très bas. Alors, il y a quand même un problème organisationnel qui s'est... Il a dû avoir les oreilles qui ont sifflé parce que le président était en colère. D'ailleurs, il était en colère. Il fait savoir qu'il était en colère, le président de la République. Ça vous rassure, un président de la République en colère, vous ? Le président de la République souhaite que ça aille plus vite au regard de la situation. Je rappelle aussi quand même que 80 associations avaient été consultées et qu'elles ont trouvé l'organisation telle qu'elle a été préparée sans reproche au moment où elles ont été consultées. C'est pas, je crois pas que ce soit un problème d'organisation logistique. On savait qu'il y aurait 500 000 par semaine qui allaient être livrés. On savait que la chaîne du froid était compliquée. On avait décidé d'aller dans les EHPAD. Donc ça, on savait que ce serait dur. Et puis commencer entre Noël et Jour de l'An, bien sûr, ce n'est pas le plus simple. Et d'ailleurs, le vrai démarrage était prévu pour le 18 janvier. Et je rappelle que les Pays-Bas, par exemple, parce qu'on compare avec l'Allemagne, etc., mais les Pays-Bas n'ont pas commencé leur vaccination. Donc il faut faire attention. C'est vrai qu'aujourd'hui se fait jour une impatience. Moi, je suis content que les Français aient envie de se faire vacciner. Ça prouve leur responsabilité, tant mieux. Alors allons-y, si on peut aller un peu plus vite, oui, il faut accélérer.
Non, il y a une espèce de névrose du pouvoir. Pourquoi ? Parce que alors c'est vrai qu'on consulte à tour de bras des associations, Pierre-Paul Jacques, etc. Mais un nouveau collectif de 35 personnes. Voilà. Mais alors qu'on dénonce les lenteurs administratives, on crée un nouveau collectif. Oui, mais il va exactement. Pas, il va pas Alors, mais si vous prenez les anglo-saxons ou l'Allemagne, ils sont beaucoup plus efficaces. C'est-à-dire qu'ils mettent le vaccin à disposition, ils organisent des campagnes de vaccination considérable et c'est là où la France est un petit peu à la traîne et là on voit bien que politiquement il y a une difficulté à prendre des décisions un petit peu nettes et tranchées. Emmanuel Macron devrait se faire vacciner devant les caméras, tiens, comme ça pour donner l'exemple. Alors il a moins de 50 ans, c'est un jeune président. S'il ne respecte pas les étapes prévues, on va dire qu'il est privilégié parce que c'est président de la République. C'est piégeux. C'est toujours piégeux. Et c'est toujours la communication. C'est-à-dire que s'il le fait, on peut dire c'est bien, montre l'exemple, mais les mêmes diront c'est une opération de communication. Donc c'est toujours. Mais voilà. Bon. Donc c'est toujours. Moi, écoutez, je pense que ce qu'il faut surtout, c'est que tout le monde se fasse vacciner en temps et en heure en fonction des priorités. Il pourrait le faire. Il est plus âgé. Jean Castex effectivement pourrait le faire. Il y a d'autres ministres plus âgés aussi. Un jeune homme de 22 ans mis en examen, accusé d'avoir organisé la rave party de ce week-end, mis en examen pour mise en danger de la vie d'autrui et placé en détention provisoire. Qu'est-ce que ça dit de la réponse de l'État ? C'est une réponse extrêmement ferme. C'est une première pour l'organisation d'une rave party. Alors, les conditions sont exceptionnelles, évidemment. Vous savez, c'est une façon de rattraper, là encore, toutes les ratées et l'affaissement de l'État dans cette affaire. Le procureur s'en défend. Oui. Il était hier soir en direct. Bien sûr. C'est la justice. On a tenu la baraque. Sont aux ordres, c'est connu. Ils sont, ils dépendent de ce que le ministère de la Justice décide. Donc, effectivement, il n'allait pas dire que tout avait été, l'opération de gendarmerie. avait été un fiasco, oui. Voilà, il pouvait évidemment pas se permettre ça. Donc, raison pour laquelle il tape encore plus dur après coup. Mais il faut juste rappeler que cette rave party avait été signalée par les services de renseignement. D'ailleurs, il y a eu un déploiement de forces de l'ordre assez impressionnant. Trop déployés d'ailleurs. Ils ont voulu intervenir, on a bien vu, ils se sont fait caillasser. Il y a une voiture de gendarmerie qui a été incendiée et c'était un peu panique à bord. Pourquoi ? Parce que là encore, il y avait plus de 2000 personnes dans un endroit clos. Risque, sans masque, sans respect des gestes barrières, etc. etc. Et donc, plutôt que de prévenir ce rassemblement, ils ont laissé faire et ils ont... Parce que, souvenez-vous, ça a quand même duré 36 heures. Ouais, mais enfin, quand les gendarmes interviennent violemment, on leur reproche parce que s'il y avait une intervention pendant la fête, il fallait prévenir. Oui, mais enfin, ça, personne ne savait qu'elle avait lieu. Il y avait des convois de matériel électronique. C'est plus facile à dire après coup, ça. Non, mais enfin, les autorités policières sont là pour surveiller. Encore une fois, on n'est jamais content. Je veux dire, quand la réponse pénale est là, on ne va pas se plaindre. Je note que les remarques sont plutôt en France sur le fait de dire la police, la gendarmerie font leur travail, mais ensuite on est parfois déçu par la réponse apportée par la justice. Or, comme il y a une indépendance de la justice, on ne peut pas critiquer au nom de la séparation des pouvoirs. Donc là, qu'il y ait une réponse pénale ferme, je pense que nous pouvons nous en satisfaire. Bien sûr, il faut que toutes les conditions soient respectées et la justice tranchera en toute indépendance, mais c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Je préfère, moi, une intervention finalement avec des personnes interpellées, des sanctions qui soient prises, quelqu'un qui est mis en garde à vue, plutôt qu'une opération violente qui aurait débouché sur quoi ? Un blessé, un mort, et à chaque fois, vous savez comment l'opinion publique se retourne dans ces cas-là. Placé en détention provisoire même, plus que la garde à vue, il a Oui, pardon. En prison, oui, cette nuit. Olivier Duhamel, le politologue Olivier Duhamel, accusé d'inceste par sa belle-fille. Il démissionne de ses fonctions, dont celle de président de la Fondation nationale des sciences politiques. Camille Kouchner, qui est la fille de Bernard Kouchner, révèle l'affaire dans son livre « La Familia Grande » à partir de jeudi. Camille Kouchner accuse Olivier Duhamel d'avoir abusé de son frère jumeau alors qu'ils étaient adolescents, Camille Kouchner et son frère jumeau. Le frère jumeau de Camille Kouchner a donc été abusé, en tout cas
il en est accusé par Olivier Duhamel. Ça s'est passé à la fin des années 80. Des faits qui sont aujourd'hui prescrits. On ne va pas rentrer dans l'affaire, évidemment. C'est en cours. Et puis, de toute façon, les faits sont prescrits. Donc, il y aura pas de... ça n'ira a priori pas au-delà. Est-ce qu'il faut revoir le délai de prescription, justement, monsieur le sénateur ? C'est difficile de vous répondre comme ça sous le coup de l'émotion d'une affaire. C'est vrai que ça choque, le fait qu'il y ait de la prescription. On se dit les crimes sont tellement graves qu'on devrait pouvoir poursuivre. Je dirais c'est notre premier mouvement de penser cela. En même temps, la prescription, elle est là pour un cadre juridique précis parce que plus on enquête tard et plus c'est compliqué. Et d'ailleurs, l'imprescriptibilité est réservée à certains types de crimes. Des crimes très graves, par exemple les crimes contre l'humanité. Donc moi, je ne peux pas vous répondre comme ça facilement. Il faut qu'il y ait un débat parlementaire. Il y a déjà eu ce sujet-là, avec sans doute des spécialistes de l'enfance, avec des spécialistes juridiques, en écoutant les parlementaires de l'opposition, de la majorité, qui sont membres de la commission des lois, qui connaissent bien ces sujets, parce que répondre rapidement sous le coup de l'émotion pourrait amener à apporter des éléments qui ne sont pas très solides. Donc j'entends, si vous voulez, là. J'ai été, comme beaucoup de gens, un peu sidéré, glacé par cette affaire. Mais vous n'aviez jamais entendu quoi que ce soit au sujet d'Olivier Duhamel. Absolument. Un politologue qui très connu et qui est sur la place de Paris depuis... Exactement. Donc je n'avais jamais entendu parler, bien sûr, de cette affaire. Ça a créé une émotion très forte. On peut ouvrir le débat, mais dans ce cas-là, ouvrons-le dans la société et au Parlement. Denis ? Écoutez, on a l'impression que la gauche caviar règle ses comptes en famille, puisque c'est vrai que Olivier Duhamel est un constitutionnaliste apprécié, émérite, mais cette affaire rappelle un petit peu l'affaire Vanessa Springora, vous savez, qui a, dans un livre, Le Consentement, avait dénoncé Gabriel Matzneff, et là encore, les faits étaient prescrits. D'ailleurs, il y a eu une tentative judiciaire de le poursuivre, de le faire condamner, etc. Et puis, tout ça a tourné court. Et d'ailleurs, Vanessa Springora elle-même, auteure du livre, a été entendue par la police et elle a reconnu en sortant chez les policiers qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Alors, sur le délai de prescription, il y a déjà eu le délai a déjà été rallongé. Aujourd'hui, je crois, il est de quelque chose comme, 30 ans, ce qui est considérable. Et tous les crimes et délits ne peuvent pas effectivement devenir imprescriptibles, car vous imaginez, d'abord, en cette matière, c'est extrêmement difficile de, 30 ans après, d'avoir des preuves concrètes. Évidemment. Alors, effectivement, mais là, on en revient... Mais pour vous, c'est la gauche caviar qui lave son linge sale. Écoutez, c'est Le Seuil qui publie ce livre. Il y a un coût éditorial. L'affaire Springora avait très très bien marché sur le plan éditorial. C'était à l'époque Grasset qui avait réussi cette opération. Ils avaient vitrifié complètement la rentrée littéraire avec le livre de Springora. Et là, on peut imaginer qu'on est dans la même... le coup de com', quoi. Monsieur le sénateur, un dernier mot sur la gauche caviar. Vous êtes d'accord avec... Je ne me permettrai pas ce genre de commentaire. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de souffrance dans cette histoire et que donc il faut aussi respecter la souffrance de celles et ceux, enfin en tout cas celui qui a vécu cela. Voilà. Du jumeau de Camille Kouchner. Voilà, n'oublions pas quand même les faits et puis bien sûr il faut voir ce qu'il en est. Mais en tout cas c'est une histoire glaçante. Merci beaucoup Julien Bargeton, sénateur de Paris, porte-parole des sénateurs LREM. Merci d'être venu nous voir ce matin. Et merci à vous Denis de Montpion. 7h24, l'immobilier à un tournant. On en parle tout de suite.